drastique, les trois étant bien évidemment plus que liés. Mais avant toute chose, avant de se tourner sur l'international, on va rester en France, parce que notre chère patrie nous offre de même de la matière en termes d'événements, des événements qu'on aimerait éviter. Donc là, je parle bien évidemment de l'affaire qui fait la une ces derniers jours, autour d'un jeune adulte, Théo. Difficile de faire une revue de presse sans évoquer l'affaire qui tourne autour de ce jeune homme, originaire d'Aulnay-sous-Bois en Seine-Saint-Denis. Donc ce dernier aurait été victime d'une interpellation pour le moment violente, si on peut parler d'interpellation violente à ce niveau. En effet, comme l'annonçait sur France Inter son avocat, donc ça sera Éric Dupond-Moretti, entre deux promotions sur son nouveau livre, ce jeune homme a été hospitalisé en état d'urgence avec une interruption totale de travail fixée à 60 jours. Donc il y a des plaies en profondeur avec rupture du muscle sphinctérien. Pour les plus sceptiques quant à la gravité de ces faits et de ces gestes, il sera difficile de trouver des arguments pour étayer leurs soupçons. En résulte 4 policiers mis en examen pour violence volontaire, dont un des policiers pour viol avec arme en Réunion. Ces derniers se défendent en affirmant que le geste était accidentel. Je pense que ces braves policiers ne vont pas nous amener à remettre en cause de tels faits et gestes vu les éléments en leur défaveur ici. D'ailleurs, le récit du jeune homme donné à des journalistes de BFM TV ce lundi est glaçant. Il affirme quand même avoir réussi à se débattre et il a essayé. Donc il affirme qu'il est parti devant les caméras pour qu'il y ait une preuve finalement de cette interpellation violente. Il n'a pas cherché à fuir du coup. Donc sa riposte, justement il n'y a pas eu de riposte à proprement parler. Derrière donc ces violences avec le SAMU qui constate derrière qu'une fois à l'hôpital qu'il faut opérer au plus vite le jeune homme. Donc il y a une plaie de 5 à 6 cm. Violence physique, violence morale, donc le comportement moqueur des policiers ne va pas les aider à leur donner une once de crédit dans des quartiers où leur image n'est déjà pas fameuse. Et ce n'est pas avec ce genre de comportement inadmissible, venant de la part de titulaires de l'autorité, que cela risque de s'arranger. On notera tout de même qu'hier, François Hollande a rendu visite à la victime, hier soir donc. C'est la première fois à ma connaissance, je ne sais pas si vous avez des exemples, mais c'est la première fois que je vois un chef d'État rendre visite à une victime de violences policières. Symbole fort donc. Et donc un message posté sur le compte Twitter de François Hollande nous dit ici que Théo a réagi avec dignité et responsabilité. Belle conclusion de François Hollande qui affirme que la justice a été saisie, il faut lui faire confiance et qu'elle ira jusqu'au bout. Bon, sachant qu'on n'hésite pas à parler de bavure policière quand ce type de problème intervient aux États-Unis, qu'on ne vienne pas spécialement justifier les faits de ces policiers par un contexte ou par des charges de travail supposément lourdes. Ronan ? C'est vrai qu'on peut se demander si le comportement de François Hollande n'est pas serait différent s'il était candidat. Moi je pense que là on fait face à un président qui est plus apaisé en fait et qui peut se permettre un peu comme un président de la 4ème République d'intervenir dans l'actualité même sans se préoccuper de son influence politique. C'est vrai, même avec l'affaire Sauvage. Oui. Il avait toujours refusé de l'agracier totalement, tout le temps il était en fonction et potentiellement candidat, et là c'est intervenu après qu'il ait annoncé qu'il serait pas candidat. C'est pas le débat ce soir, mais je pense que ça pose la question du double mandat. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, je sais pas. En tout cas, dans un autre registre, tout autre registre, cette fois-ci à l'international, donc aux États-Unis, la colère qui continue à grimper, bien évidemment face à Donald Trump. Pour une fois qu'un candidat met en avant son programme avec des mesures effectives, mises en avant rapidement, il aura malheureusement fallu que ce soit Donald Trump qui n'hésite pas à nous pondre des décrets sur décrets, quitte à remettre en cause certaines décisions émanant de juges. Donc on peut citer par exemple le démantèlement de l'Obamacare, le gel de l'embauche des fonctionnaires, une mesure d'ailleurs qui devrait faire plaisir à l'un de nos nombreux escrocs nationaux, François Fillon. Concrètement, on est dans un pays où quelqu'un détourne l'argent public, accuse la presse et ose briguer une présidence derrière, bref. Autre mesure de Donald Trump, la levée de l'interdiction proclamée par Obama sur le financement d'ONG soutenant l'avortement entre autres. Et celle qui a un peu fait le buzz sur les réseaux sociaux dernièrement, c'est le décret anti-immigration que les réseaux sociaux ont nommé le Muslim Ban. C'était une de ses promesses de campagne d'ailleurs à Donald Trump. Il avait pris la décision de fermer de manière sélective les frontières des États-Unis pendant plusieurs mois, aux réfugiés ainsi qu'aux ressortissants de 7 pays musulmans. Donc il a été accusé de discrimination envers cette religion. Il s'en défend, mais des milliers de manifestants protestent. Et le texte suscite un tollé international. Donc il a justifié ça en disant qu'il s'agissait de terrorisme. Et pour garantir la sécurité du pays, on se rend quand même rapidement compte que Donald nous prend un peu pour des benets, en affirmant, parce qu'on voit que les États bannis finalement n'ont jamais eu de ressortissants et un commis d'actes terroristes aux États-Unis. Et bizarrement, belle coïncidence,
Les pays où le businessman, désormais président Trump, a ses intérêts, ne font pas partie, comme par hasard, de ce Muslim ban. Réaction sans appel de l'ONU, hein, qui fait peur, parce qu'il dénonce un procédé illégal et, je cite, méchant. C'est les termes qu'ils utilisent. Pas sympa. Ah, ça fait peur, en tout cas, bref. Et bon, la question qui se pose quand même, c'est si cette colère et ces contestations vont durer sur le long terme. Est-ce que finalement, par la suite, on acceptera peut-être de subir la politique de Donald Trump aux États-Unis? C'est à voir. Eugene Robinson du Washington Post, en tout cas, lui fait un parallèle avec les actions du Tea Party en 2010, qui avait mené en fait à la défaite de la majorité démocrate au Congrès lors des élections de mi-mandat de 2010. Donc dans cette période de transition, il est essentiel que les progressistes fassent entendre leur voix, d'après Eugene Robinson. Contestation populaire, pas seulement aux États-Unis, mais également en Roumanie. Hein. Donc on parle de manifestations, de soulèvements. En Europe aussi, on a notre lot là-dessus. Donc difficile de passer à côté de la Roumanie parce que depuis une semaine, il y a un mouvement de protestation. C'est du jamais vu depuis 89 avec la révolution qui avait entraîné la chute du dictateur Ceausescu. Donc tout part en fait d'une réforme du code pénal en Roumanie. C'est le gouvernement social-démocrate de Sorin Grindeanu qui refuse de démissionner, bien évidemment, on s'en doute. Donc ils sont majoritaires au Parlement. Réforme par ordonnance qui avait pour but d'alléger les peines prévues pour corruption. Intéressant parce que ça peut donner des idées à certains de nos politiciens français, encore une fois. Hein, on peut se demander si François Fillon ou Cahuzac n'ont peut-être pas quelques origines roumaines. Bref. Donc le 22 janvier, ils étaient 50 000 dans la rue. Dimanche dernier, ils étaient 500 000. Donc le décret a été retiré depuis, mais bon, décret qui a donc permis à des hommes d'échapper à des poursuites en allégeant les peines pour corruption, mais le retrait n'a pas empêché les Roumains de continuer à occuper les rues. Quand on sait que certains cadres du parti au pouvoir ont déjà été poursuivis pour emploi fictif et détournement d'argent, on peut comprendre la colère de la foule. On notera quand même que cette foule est composée de beaucoup d'étudiants, de jeunes, de diplômés. Et assez original, on y trouve aussi le président. Donc il s'appelle Klaus Iohannis. Il n'est pas gréco-allemand comme on peut s'en douter, mais il est bien roumain. Mais étant d'origine allemande, il y a des complotistes en Roumanie qui sont persuadés que c'est l'Allemagne qui fomente ces protestations, enfin bref. Protestations aussi dans un tout autre continent, en Afrique, en Gambie. Certains ne veulent pas lâcher le trône aux États-Unis ou en Europe, d'autres y sont parfois contraints. Donc c'est le cas de Yahya Jammeh en Gambie. Le contexte, notre ami Yahya Jammeh, donc qui perd les présidentielles le 2 décembre, il accepte sa défaite. Donc jusque-là on se dit tant mieux, il n'y a pas de problème, tout roule. Sauf qu'une semaine après, il conteste et instaure l'état d'urgence en Gambie. Il devait peut-être s'ennuyer, il s'est rendu compte que le chômage, la retraite, c'était un peu la galère, donc il conteste les résultats. Dommage pour lui, la Gambie est enclavée dans le Sénégal. Sénégal qui n'est pas vraiment fan des agissements du dictateur. Donc les troupes sénégalaises nous ont pondu une petite mission avec un nom qui a un nom limite cinématographique, l'opération Restaurer la démocratie. Donc ils menaçaient en fait d'envahir la Gambie au cas où le dictateur en place donc ne quittait pas le pouvoir. Donc se présentait là un dilemme face à lui: mourir dans le chaos, peut-être même mourir supposément comme un héros dans le sang, ou aller à la retraite tout simplement. Chez un de ses nombreux amis dictateurs, il a choisi la Guinée équatoriale. Deuxième option donc choisie pour notre ami. Signal fort néanmoins de la CEDEAO ici, qui signifie désormais à tous les dictateurs de la région que seul importe le respect de l'expression de la souveraineté populaire en Afrique, dans une région qui en aurait bien besoin. Donc on rappelle, il avait instauré l'état d'urgence. Bon, l'état d'urgence en Gambie, c'est pas le sujet du soir. C'est peut-être sûrement très palpitant, mais bon, c'est pas très commercial, on va pas se mentir. Ceci étant dit, je vous propose de revenir à nos moutons et à parler d'état d'urgence en France. Donc Ronan, je te laisse la parole pour nous introduire le sujet. Merci Delil. Alors comme on le voit grâce à tes beaux propos, le régime d'exception n'est pas une exception française. Ma prof de philosophie en terminale aimait à dire qu'on ne travaille jamais mieux que dans l'urgence. Cette maxime avait-elle inspiré le gouvernement de Pierre Pfimlin, débordé par la guerre d'Algérie le 17 mai 1958, et bien plus tard, celui de François Hollande, atterré le soir du 13 novembre 2015. Le génie de l'histoire prend des formes diverses et inattendues. On ne travaille jamais mieux que dans l'urgence, c'est-à-dire, selon le dictionnaire Littré, ce qui ne souffre point de retardement. Mais qu'est-ce qui est si pressant dans cet état, déclaré et reconduit depuis plus d'1 an? Maladie constitutionnelle? Fièvre d'autorité? Dans un ouvrage de 1943, le médecin philosophe Georges Canguilhem nous enseignait que la pathologie explique le fonctionnement normal de l'organisme. Mais n'est-ce pas l'état d'urgence qui est en train de devenir la normalité? Ce n'est plus alors le retour à la légalité et la paix qui serait l'objectif, mais l'installation de l'urgence pour elle-même, un état de fait, un nouveau rythme pour nos institutions.
Pareil à ce lapin du pays des merveilles, nos hommes politiques courent, les yeux rivés à leur montre et à l'opinion, maugréant « je suis en retard ». Singulière situation où le retard n'est plus un problème mais une solution. Il faut prendre de court l'ennemi, que diable! Une course sans arrivée, de quoi faire une attaque. Si les régimes d'exception, dont relève la loi de 55, révisée par la loi de 2016 et encore revue apparemment hier, ne sont certes pas inédits dans l'histoire, qu'on se remémore à Rome de la dictature, Janus a deux visages, l'un vertueux de Cincinnatus et le revers épouvantable de Sylla, je ne ferai aucun rapprochement contemporain, il faut se demander quel est l'avenir potentiel et souhaitable de ce fameux état d'urgence, qui s'enlise manifestement confortablement dans la vie politique, publique, intime. Est-il obsolète? A-t-il besoin d'une mise à jour? Ou est-ce notre système qui doit s'en inspirer et l'intégrer comme une cure de jouvence? Quel rapport, enfin, entre la loi et la réalité? Alors moi, je vais pas être très original. Je vais vous dire que je suis plutôt favorable à ce qu'on fait aujourd'hui. Je suis plutôt favorable à l'état d'urgence qu'on connaît. Parce que je considère que c'est la clé pour avoir un état de droit commun qui soit protecteur des libertés fondamentales. Je considère que ne pas protéger nos libertés, ça serait justement leur enlever toute force en fait. Il faut organiser la défense de l'état de droit, et ça passe par des régimes d'exception. Et je vous montrerai ensuite pourquoi ces régimes d'exception sont pour moi la clé qui permet de maintenir les libertés. Si on fait une petite revue historique, il y a eu 9 cas de recours à l'état d'urgence, pour bien expliquer les choses. Donc depuis 1955, depuis que l'état d'urgence a été inventé, pour ne pas recourir à l'état de siège. Et c'est vrai que dans la plupart du cas, c'était des temps de menaces, donc par exemple la guerre d'Algérie en 1955, la guerre des Kanaks en 1985, ou les émeutes en 2005, pour donner les cas les plus intéressants et les plus représentatifs. Donc là, on a vraiment des menaces où on pense que le risque pèse sur l'État et sur la population. Donc ça, c'est intéressant. Mais une remarque qu'on peut faire, c'est que là, on l'utilise pour une menace terroriste. Donc là, c'est vraiment la première fois qu'on l'utilise pour ça. Mais c'est intéressant parce qu'on l'utilise pour une menace terroriste islamique, alors que ça n'avait pas été utilisé pour par exemple, des attentats basques ou par exemple corses. Donc on peut se demander quel genre de menace justifie l'état d'urgence. Ça pose la question du déclenchement de l'état d'urgence, parce que l'état d'urgence est déclenché donc, par le président de la République, en Conseil des ministres, donc par l'appui de son exécutif. Et du coup, il est sujet à la volonté politique et donc aux majorités politiques qui se font et se défont. Donc c'est vrai que ça pose la question, est-ce que ça ne devrait pas être un comité d'experts, des experts dans la défense, etc., des militaires au gradé, qui pourraient avoir le choix de déclencher ou non l'état d'urgence. Après, ça remet en question la démocratie. Est-ce que c'est le peuple qui doit dire « je veux être protégé à un instant T » ou est-ce que c'est des experts qui ont une légitimité dans la question? Je ne peux pas répondre à cette question, mais... Qui le peut? Voilà, qui le peut. Après, pourquoi pas organiser ça par le Parlement, par des majorités qualifiées parce que c'est une mesure qui est quand même très grave, même si je pense qu'elle est nécessaire, elle est dangereuse, et dangereuse quand elle devient la norme, c'est ce que disait Ronan. Donc je pense qu'il faut essayer de plus encadrer et de plus populariser, au sens d'élargir le déclenchement de cette procédure. Après, je pense justement qu'il faut, en ce sens, poser des lois claires, des lois précises. On rappelle quand même que les juges, comme nous, même s'il y a eu, comme le disait Ronan, des antécédents, il n'y en a pas eu suffisamment aujourd'hui. On n'est pas habitués, les juges non plus ne sont pas habitués à cet état d'urgence. Donc concrètement, comment gérer quoi que ce soit quand une telle pression repose sur les épaules des juges? C'est délicat de contrôler les mesures. Donc par preuve, ils bottent souvent en touche, par exemple, en rejetant des recours, en affirmant que ceux-ci ne remplissaient pas la condition d'état d'urgence quand ils sont saisis en référé liberté. Et donc la question qui se pose concrètement, c'est ce qu'ils doivent faire, qu'est-ce qu'on attend d'eux concrètement, qu'est-ce qu'on attend des juges, et quelles responsabilités ont-ils à porter si les mesures qu'ils annulent conduisent à un nouvel attentat notamment, parce que c'est quand même très lourd, c'est ce qu'ils énonçaient de manière anonyme sur Mediapart il y a quelques mois, ça d'ailleurs. Oui, je veux juste rebondir sur ce que tu as dit, Jonathan, et après sur ce que tu as dit, Dei. Jonathan, donc en fait, c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, parce que dans la loi actuelle, alors au tout départ en 55, c'était la loi seule, c'était dans la lettre, seule la loi pouvait déclarer l'état d'urgence. Et puis, par une ordonnance de Monsieur de Gaulle, c'est étonnant, tiens, le pouvoir est passé entre les mains de l'exécutif. Donc maintenant, c'est l'exécutif qui peut décider unilatéralement de l'état d'urgence. Mais quand même, au bout de 12 jours, pour reconduire l'état d'urgence, il y a un contrôle du Parlement, le Parlement doit l'approuver. Et on a en gros, on a substitué à un pouvoir d'initiative du Parlement, un contrôle du Parlement assez poussé, parce que quand même, il faut reconnaître que il y a des commissions, la commission des lois au Parlement qui est à l'Assemblée nationale,
est la plus puissante, celle qui a le plus de budget et qui a le plus de pouvoir de surveillance, et celle qui s'occupe du contrôle de l'état d'urgence et de ses conséquences. Et donc, et le Sénat également s'occupe d'enquête. Donc on a quand même un contrôle effectif. C'est quand même pas non plus des cow-boys, les gens qui font l'état d'urgence. D'autre part, moi je rebondirais sur ce que tu as dit d'Élile, c'est que c'est vrai que pour moi le problème de l'état d'urgence, c'est qu'en fait il est assez ambigu, parce que d'un côté en fait on fait reposer sur le juge administratif a posteriori un contrôle sur des choses qui sont pas légales en fait, parce que par définition, pour moi, après c'est mon opinion sur l'état d'urgence, je suis très dépréciatif, mais pour moi, par définition, l'esprit de l'état d'urgence, c'est, comme le dit Machiavel dans Le Prince, attention ça cite, culture, c'est qu'en fait, il n'y a pas de bonnes lois sans de bonnes armes, et donc en gros, des fois, il faut savoir se défaire des lois pour utiliser des armes. Et pour moi, en fait, par définition, l'état d'urgence en fait est politique. Il n'est plus légal, il n'est pas juridique en fait l'état d'urgence. Et pour moi, on demande au juge, on pose au juge une question qui est politique. C'est est-ce que là, la façon dont les policiers ont agi, par exemple en perquisitionnant quelqu'un, est-ce que c'est conforme aux lois? Alors que non, c'est pas ce qu'on lui demande, c'est pas conforme aux lois, c'est est-ce que c'est conforme à la nécessité d'agir politiquement de telle manière en se déportant du droit. Enfin, je sais pas si vous m'approuvez, mais je pense que... Ouais. Moi, je suis assez d'accord. Délit peut-être Vas-y, je l'attache. Moi, je considère que c'est une bonne chose justement que ça soit politique, parce que je considère que c'est l'opinion générale qui doit décider quand mettre fin à ces libertés, ou pas y mettre fin, mais les rogner un petit peu de façon limitée dans le temps, pour se protéger. Et ensuite, tu disais que c'était très politique plus que juridique, ouais. Et je pense que toutes les mesures juridiques, notamment les mesures administratives, ont une origine politique. Oui, mais quand même, elle s'appuie sur des textes et d'une certaine manière sur des exigences qui sont prévues par des textes, alors que l'état d'urgence, par exemple, par définition, donne une grosse marge de manœuvre. Je ne sais pas ce que tu en penses, Zach, peut-être. Oui, effectivement, moi je pense plutôt, je vais rebondir au sens de Jonathan, parce que pour moi, l'état d'urgence, effectivement, c'est une nécessité. Moi, je qualifie l'état d'urgence comme une liberté publique. Une liberté publique qui tire sa source même de la DDH, la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, l'article 2. Ah oui. Vous voyez, et l'article 2, on a ce qu'on appelle droit à la résidence à l'oppression. Donc pour moi, effectivement, la France est en situation de légitime défense par rapport à ce qu'on qualifie tout simplement d'actes de terrorisme des barbares. La France doit se doter des mesures nécessaires pour attaquer, pour riposter face à cette menace qui nous pèse aujourd'hui. Donc vous voyez... Et c'est très intéressant ce que tu dis, parce qu'on voit toujours l'État français, enfin l'État en général, le Léviathan, qui vient attaquer les libertés individuelles, mais là on est dans une situation différente, c'est qu'il y a une personne extérieure, aujourd'hui c'est les terroristes, etc., qui viennent nuire à nos libertés, et là l'État se pose en protecteur de ces libertés. Donc, c'est vrai que ce point de vue est très intéressant. Oui, justement pour rebondir encore sur ce que vous venez de dire, effectivement pour moi... il y a deux libertés publiques à concilier. Pour moi, l'état d'urgence, déjà, en soi-même, c'est une liberté publique, et effectivement, les libertés individuelles également, liberté d'aller et venir. D'ailleurs, en ce sens, le Parlement avait voté une loi hier soir, justement, à retoucher encore la loi de 1955. Dans ce sens, le Parlement a favorisé tout simplement pour qu'on puisse prendre les mesures sur le fondement de la loi de 1955. On prend en considération de la liberté fondamentale, qui est celle de la vie privée et familiale. Donc le tribunal de Mélan est allé dans ce sens. Il avait pris une décision qui a été qui n'a pas été super bien, et puis ça n'a pas été beaucoup plus aperçu par les juridictions supérieures, et du coup la Cour administrative d'appel de Paris effectivement a annulé la décision du tribunal de Mélan. Après ça reste à l'appréciation de tous et de toutes, donc vous voyez, mais moi personnellement je suis pour l'état d'urgence, qu'on maintienne ce régime, même si ça reste quand même un régime d'exception. Je suis tout à fait d'accord, parce que le régime même des libertés publiques, c'est un régime répressif et non préventive. Donc, vous parlez beaucoup de liberté individuelle, de liberté fondamentale, mais c'est quand même frappant de voir que l'état d'urgence vise à mettre finalement à l'écart le juge judiciaire, qui est vu comme garant des libertés individuelles. On privilégie le juge administratif, étroitement lié au gouvernement, on le sait tous, on ne va pas débattre là-dessus. Ouais. Juste pour clarifier, parce que peut-être que nos auditeurs ne sont pas forcément au fait, ça privilégie le juge administratif, parce que normalement, pour tout ce qui est perquisition et assignation à résidence, c'est le juge des libertés et de la détention qui s'en occupe, a priori. Et maintenant, on donne un contrôle a posteriori au juge administratif. Voilà, c'est tout. Ouais. Mais en fait, le juge judiciaire, en gros, en raison de son indépendance, constitue quand même aujourd'hui, depuis toujours,
a un contre-pouvoir essentiel, son contrôle doit être renforcé. L'opinion publique s'y trompe pas d'ailleurs, hein, il y a notamment l'an dernier, il y a certains juges comme Marc Trévidic qui était sur le devant de la scène justement. On faisait plus confiance à ce magistrat finalement qu'à notre Premier ministre, qu'au ministre de l'Intérieur qui sont en principe normalement plébiscités pour leurs compétences et pour leurs actions. Oui, mais bon, là, je peux comprendre qu'on pense qu'on donne plus de crédit à un juge qu'à un homme politique, parce qu'un homme politique, forcément, est dans l'action. C'est quelqu'un pressé, c'est quelqu'un qui est contrôlé aussi, qui est responsable politiquement, bon, même si le gouvernement n'est pas responsable actuellement, mais il pourrait l'être, alors qu'un juge n'est pas responsable par définition, donc il est plus stable, il peut avoir le temps de la réflexion et du jugement. Zach ? Oui, justement, tout à l'heure, vous parlez effectivement le fait que l'état d'urgence soit un instrument politique. Et moi, je pense que j'ai une solution par rapport à ça. Et dans ce sens, je vais aller au sens des Républicains, même si vous comprenez tous que c'est pas ma tendance politique. Mais effectivement, j'approuve effectivement leurs mesures tendant à inscrire tout simplement l'état d'urgence dans la Constitution. Ça sera la norme fondamentale. Et pour moi, puisque je considère déjà l'état d'urgence comme étant une liberté publique. Et dans ce cas, ça va devenir une liberté fondamentale. Et à laquelle, effectivement, on ne va pas dire c'est une liberté comme toutes les libertés et on pouvait déroger à tout moment. Une fois effectivement que cette liberté sera inscrite dans la Constitution, elle sera respectée, elle ne sera plus politique, mais juridique. Donc c'est pour donner une base juridique à l'état d'urgence. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez ? Vas-y, Jo. Je voulais juste continuer ce que tu disais. Je pensais pas qu'on allait en parler maintenant, mais je suis aussi favorable au fait de constitutionnaliser l'état d'urgence parce que c'est le protéger, c'est lui donner une protection juridique, parce que ce qui est contenu par la Constitution ne peut être défait par la loi. Et donc si ça ne peut être défait par la loi, ça ne peut être défait par les majorités suivantes que l'on connaîtra. Et voilà. Je vais dans votre sens aussi. Je pense qu'il faut vraiment consolider les mesures édictées par la loi de 55. Il faut savoir quand même que dans notre Constitution, on a l'article 16 qui évoque les pleins pouvoirs. Bon, il a été appliqué une seule fois cet article. Et d'ailleurs, on revient sur Charles de Gaulle. Hein. Ça lui avait permis de proroger l'état d'urgence, justement. Tu en avais parlé, Ronan, tout à l'heure. Donc proroger l'état d'urgence sans discussion parlementaire. Donc il voulait en fait porter, entre autres, la durée de la garde à vue à 15 jours. Et étendre la pratique de l'internement administratif aux partisans, c'était à une autre époque forcément, de l'Algérie française. À côté de ça, on est ici l'article 36 de notre Constitution qui parle encore aujourd'hui de l'état de siège. Enfin, c'est quand même plus que dépassé. Et il faut savoir que ces projets de constitutionnalisation, j'ai un peu exploré dans la doctrine, il y a eu des projets quand même concrets, notamment par Vedel, par Édouard Balladur aussi, on les présente plus, qui avait mis en avant donc des comités pour moderniser, pour rééquilibrer aussi les institutions de la Ve République. Donc ils avaient proposé en fait eux de maintenir l'état de siège, on sait jamais, peut-être qu'un jour on va l'activer, on sait jamais, de modifier l'article 36 pour en fait mettre en avant dedans l'état d'urgence. Sans faire un article 36.1. Ouais, c'est bien ça. Et donc en fait, ils voulaient donner plus de pouvoir au Parlement pour faire vite. Un Parlement plus actif, un Parlement plus renforcé, qui aurait justement un rôle renforcé par donc l'accroissement des compétences, des pouvoirs de contrôle aussi, et par l'amélioration, la simplification, pourquoi pas aussi de la procédure législative. Donc il faut savoir déjà que même à l'époque déjà, donc c'est des projets qui datent de 93 et de 2007 si je me rappelle bien. À l'époque déjà, Balladur parlait notamment de mettre en avant un outil administratif et judiciaire pour contrer d'éventuelles, la diversité des menaces potentielles qui pourraient peser sur la sécurité nationale à l'ère d'un terrorisme qui est désormais mondialisé, qui justifierait du coup derrière le maintien de dispositions d'exception. Après on se trouve toujours face à l'opposition classique entre la légalité étendue des fonctions d'administration en cas de crise et la remise en cause des droits et des libertés des citoyens. Oui, alors peut-être que personne ne veut rebondir sur la constitutionnalisation, tout le monde est d'accord. Adrien ? Moi, l'état d'urgence actuel, je suis plutôt favorable à son rôle et sa fonction, on va dire. Donc justement, le fait de le constitutionnaliser lui donnera de la force supplémentaire, donc justement empêchera toute modification légale et abus, on va dire, du gouvernement et du Parlement, car il sera impossible justement d'y déroger. Et je pense que justement les mesures qui sont à venir sont prometteuses et assurent justement. Après, je suis contre appeler l'état d'urgence, car l'urgence elle est permanente. Du coup, il faudrait trouver un nom sémantique différent, dans le sens où l'urgence
n'est plus vraiment d'actualité car elle est permanente, donc il faudrait plus un état de crise ou d'un état de danger qui est prolongé et qui sera justement la norme. Alors Délil, t'étais plutôt pour la suppression de l'état de siège, c'est ce que tu disais, c'est ça? On sait jamais, enfin, pas par la suppression, du coup, actualiser l'article 36, comme disait Pierre. 36. Des gens qui peuvent arriver avec des boucliers, encercler notre pays et attendre qu'on meure de faim pour nous envahir. C'est vrai que ça date du 19e siècle après l'état de siège. Qu'est-ce que c'est précisément l'état de siège? C'est passer les pouvoirs de l'autorité civile à l'autorité militaire. Voilà. Alors moi je suis, pour rebondir sur ce que tu disais, je suis plutôt pour une gradation justement des états d'exception, parce que je pense qu'on fait face à des menaces graduées justement, de plus en plus dangereuses ou de moins en moins dangereuses, et face à ça il faut avoir des états différents, et c'est ça qui permet de justement éviter les débordements, pour grader, enfin si vous voulez, adapter la réponse à la menace. Et c'est pour ça que je suis pour, si vous voulez, que la menace qui fait en sorte qu'on déclenche l'état d'urgence colore un peu toutes les mesures qu'on va prendre dans le cadre de l'état d'urgence. Donc ça serait un état d'urgence qui dépend de la menace. Par exemple, l'état d'urgence qu'on connaît aujourd'hui, on l'a déclenché pour des actes terroristes. Et par conséquent, je voudrais que ça soit un état d'urgence terroriste, entre guillemets. Donc qu'on puisse l'utiliser uniquement pour répondre à ces menaces-là, et qu'on arrête les dérives, par exemple, contre les écologistes, etc. Parce que c'est un moyen de mettre fin... Les multiples dérives contre les écologistes. Ce pauvre peuple. Parce que t'es martyr. Parce que, justement, on met fin à la notion même d'état de droit à partir du moment où on a l'état d'urgence. Et dans ce cas-là, la notion même d'état d'urgence perd son sens. On parle de martyrs, on parle d'écologistes, mais en fait ça me fait souvent rire quand on parle de ça, parce qu'au final, d'une certaine manière, on dit que les victimes de l'état d'urgence, c'est seulement les écologistes, enfin des bavures. Mais en fait, pour moi, après c'est mon opinion, je vais être très polémique, je m'appuie sur un rapport d'Amnesty International qui est sorti en 2016, très intéressant, que j'invite nos auditeurs, si ça les intéresse, donc l'ONG Amnesty International, si ça les intéresse, qui s'appelle Des vies bouleversées, l'impact disproportionné de l'état d'urgence en France. Ça me permet d'introduire en fait ma critique principale de l'état d'urgence, c'est que pour moi, l'état d'urgence, en fait, ce n'est pas efficace. Je vais être là très rationnel. C'est que pour moi, en fait, ça sert à rien de le constitutionnaliser, ça sert à rien de l'utiliser, parce que ça ne sert à rien, en fait. On peut le voir, juste un signe qui est dit dans le rapport et qui montre, en fait, l'hypocrisie qu'il y a autour de ce truc. Alors, c'est important politiquement, je peux comprendre que on a besoin peut-être de telles mesures pour rassurer les gens, mais en politique, en pratique, ça ne sert à rien. Et vraiment, et je peux vous apporter beaucoup d'arguments là-dessus, c'est que déjà, d'une part, par exemple, lorsqu'on a prolongé l'état d'urgence le 26 février 2016, comme par magie, en l'espace d'une nuit, 230 assignations à résidence ont pris fin. Comme si la dangerosité supposée des personnes qu'on avait assignées à résidence en l'espace d'une nuit avait totalement disparu aux yeux de l'administration. Et juste un deuxième détail, après je pourrais dire beaucoup d'autres témoignages de gens qui ont en fait beaucoup souffert, en fait, parce que c'est des victimes aussi. Ça crée des victimes à l'état d'urgence. C'est quand même des gens chez qui on va, on les perquisitionne, on leur pointe des armes sur eux, ou alors on les assigne à résidence. Ça veut dire qu'ils peuvent pas sortir de chez eux. Donc s'ils ont des visites médicales hors de leur ville ou des entretiens d'embauche, ils peuvent pas y aller. Enfin, c'est des gens qui ont des vies de merde après. Ça emmerde le monde. Et d'autre part, faut savoir que l'état d'urgence, en fait, je pense que le droit commun peut très bien pallier l'état d'urgence et très bien agir comme il le fait. Par exemple, il y a beaucoup de... Juste pour finir, parce que je glose, je parle beaucoup, mais c'est juste pour donner un peu de nourriture à mes arguments, pour pas paraître juste « Ah ouais, vive les libertés, je suis un babo ». C'est que tout ce qui est, vous savez, coupure de connexion et... par exemple, pour les associations, on a tous les pouvoirs de police pour pouvoir dissoudre les associations djihadistes. Ça, c'est bon, pas besoin d'état d'urgence pour ça. Ensuite, pour tout ce qui est site internet et connexion et sites djihadistes, filière djihadiste, on a déjà une loi qui date de 96 pour ça, et même d'ailleurs on l'a mise en application. C'est-à-dire qu'en gros, il faut savoir que quand on vous parle d'état d'urgence, il y a beaucoup d'autres lois connexes qui ont été mises en place en même temps que l'état d'urgence, et qui fait qu'en fait c'est pas sur le fondement de l'état d'urgence, mais sur le fondement de ces lois normales qu'on s'est appuyé pour pouvoir réprimer le terrorisme. Et enfin, juste un dernier point, et je vous laisse réagir, là j'ai dit beaucoup de choses en même temps, c'est que en fait en France, on est l'un des pays où on a l'une des lois pénales les plus répressives envers le terrorisme. Il faut savoir qu'en fait, on ne s'est pas touché en France. On a en 99 une loi qui permet de réprimer les actes de préparation terroriste. C'est-à-dire que si vous avez simplement des présomptions que quelqu'un achète un véhicule, achète des armes, crée des groupes en vue de créer un attentat, on peut directement ouvrir une enquête et enquêter là-dessus. Pas besoin de faire des perquisitions, etc. Et donc après, on peut directement saisir un juge des libertés et des peines, un juge de la mise en... Comment on appelle ça un juge de... Aidez-moi s'il vous plaît. Un juge de la mise en...
enfin le juge d'enquête, d'instruction. Juge d'instruction, pardon. Un juge d'instruction qui va pouvoir faire les perquisitions et les assignations à résidence qu'il faudra. Bon, bref, voilà. Alors, soit la France a peut-être... Au final, je suis assez d'accord avec toi, Ronan, sur un certain nombre de points, pas même au même degré, mais effectivement, juste pour revenir là-dessus, même si la France est un des États les plus répressifs quant au terrorisme, si tu constates, sans faire le mec réac et tout ça, toutes les personnes qui étaient concernées par les derniers attentats, notamment Charlie Hebdo et tout ça, c'était des gens qui étaient suivis depuis un certain temps et contre lesquels on n'a pas forcément pris les mesures nécessaires qui auraient potentiellement pu permettre d'éviter tous ces attentats. Après, là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'effectivement, je pense que l'état d'urgence ne sert à rien. En fait, je suis contre l'idée d'en faire un état d'exception. Pour moi et pour d'autres, je pense vraiment que la sécurité, c'est la première des libertés. On ne peut pas vivre ensemble, en communauté, sans être en mesure de garantir les libertés la sécurité de chacun. Je pense que c'est la première des nécessités. À partir de là, à partir du moment où on pose ce constat-là, je pense que du coup, c'est pas l'état d'urgence, mais un état qui se veut plus sécuritaire s'impose. Je suis pas là à vouloir établir une hiérarchie, bien qu'elle se fait de facto en disant ça, entre tous nos droits fondamentaux et toutes nos libertés individuelles, mais je pense réellement que la seule liberté qui vaille le coup d'être défendue, et en tout cas qui vaille le coup au-dessus de toutes les autres, c'est celle de vivre en toute sécurité. Le droit à la vie reste pour moi le droit le plus fondamental qu'on a. Et si ce droit à la vie justifie qu'on porte atteinte à nos autres droits qu'on a considérés être des droits fondamentaux par après, je parle de la liberté d'association et tout ça, qu'on le fasse, parce que la première des nécessités, à mon sens, c'est le droit à la vie et le droit à la sécurité. Je suis globalement d'accord avec ce que vient de dire Pierre, mais pour répondre à ce que tu avais dit, Ronan, avant l'intervention de Pierre, la répression, on va dire peut-être poussée qu'on a dans la législation française vis-à-vis du terrorisme est peut-être le fruit de notre histoire au final, par rapport à tous les événements, par rapport à tous les groupes terroristes qu'on a connus depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est pas juste les groupes séparatistes basques ou corses qui commettaient des attentats concrètement contre les forces de police, même si il n'y avait pas vraiment de cibles civiles, mais ça aussi on l'a connu. C'était notamment dans le cadre de la guerre d'Algérie, avec les groupes islamistes algériens pendant la guerre civile en Algérie, qui commettaient des attentats. En France aussi, pour rebondir... Les anarchistes, au 19e siècle, pour une histoire longue. Aussi. Et d'ailleurs, à ce sujet, on dit que les premiers terroristes étaient français. Et pour rebondir aussi sur les assignations à résidence, je rappelle aujourd'hui que c'est contre toute personne contre lesquelles il existerait des raisons sérieuses de penser que leur comportement constituerait une menace pour la sécurité de l'ordre public. Donc concrètement, le juge, s'il applique la loi, je vois pas concrètement où est le souci. Elle n'est pas gratuite l'assignation, quoi. En gros, c'est ça. Oui, non, mais le problème, c'est que là, avec l'état d'urgence, ce qui se passe, c'est qu'on se passe du juge. Le juge vient après. C'est un contrôle a posteriori. Voilà, c'est un contrôle a posteriori. Donc, pour moi, je suis d'accord avec Pierre que la sécurité est super important, évidemment, je ne serais pas contre. Mais je vois pas en quoi, en fait, le fait de se passer d'un juge, ça apporte pas plus de sécurité. En fait, pour moi, je vais être très polémique, mais pour moi, en fait, juste se passer d'un juge, ça laisse à l'administration une opportunité pour faire n'importe quoi. Des fois, c'est juste que l'administration, elle est pas bête, mais c'est que des fois, elle stresse pour rien, et des fois, il y a des coups d'opportunité, des coups d'éclat complètement ridicules. Je voudrais juste donner un exemple pour montrer que des fois, on a juste besoin d'un juge pour calmer tout le monde, parce que des fois on fait n'importe quoi. C'est que le 21 novembre, donc quelques jours après l'annonce de l'état d'urgence, à 20h30, 40 policiers font une irruption au Pepper Grill de Saint-Ouen-l'Aumône, Saint-Ouen-l'Aumône, pardon, où se trouvent 60 hommes et femmes, et en fait, d'après le témoignage d'Amnesty National, ils sont en train de dîner, et d'après le témoignage du proprio, ils ont demandé à tous les clients de mettre donc les flics, ils ont demandé à tous les clients de mettre les mains sur la table, puis ils ont perquisitionné alors c'est pas une assignation, là c'est pas une assignation, c'est une perquisition en effet. Puis ils ont perquisitionné partout pendant 35 minutes, ils ont cassé 3 portes, je leur avais dit que j'avais les clés, mais ils n'ont pas écouté. Donc en fait, et aussi donc il y a beaucoup de perquisitions dans les mosquées, et cette perquisition, d'après Amnesty International, n'a pas donné lieu à enquête. C'était filmé d'ailleurs. Il y a des images. Juste pour à la fin de la porte. Ouais. Non mais pour moi, si vous voulez, là vraiment on a des policiers qui jouent au cow-boy, qui font des coups d'éclat, et ça apporte pas de sécurité, ça fait même peur aux gens. Enfin, on a peur des flics après. Je suis d'accord. Là du coup, ce qui devient critiquable, c'est pas la mesure en soi, c'est le comportement qui a été, c'est le comportement des agents qui ont agi de la même manière que pour dire ce que t'avais évoqué dans l'affaire de Théo d'Aulnay. Le problème, si tu fais le parallèle, c'est pas le contrôle. C'est la manière dont tu as fait le contrôle. Parce que, tu vois, avoir la possibilité d'agir et de perquisitionner me dérange pas.
Ce qui me dérange, en l'occurrence, dans l'exemple que tu cites, c'est la manière dont ils ont perquisitionné. Mais à la base, le fait de pouvoir agir et de pouvoir vérifier qu'il n'y a rien de louche ou qu'il n'y a rien de problématique ne me pose pas foncièrement un problème. Non, mais le problème, c'est pas qu'ils ont cassé des portes. Le problème, c'est qu'ils sont allés dans un restaurant, qu'ils ont fait peur à des gens et ils ont même pas contrôlé les papiers. Mais ça, donc, autant dire qu'il y avait peu d'éléments, je pense vraiment peu d'éléments qui les ont amenés à perquisitionner ce Pepper Grill. Hein. C'était juste pour faire peur. Hein. Effectivement, à ce moment-là, ça me pose un problème. Mais je veux pas remettre en cause le fait qu'on puisse le faire, tu vois. Juste, pour moi, je pense qu'un juge, c'est important. Parce que c'est lui qui va trouver les éléments et qui va dire, et qui va permettre. Et c'est pour ça que là, c'est une question de comportement. Il va pouvoir réguler les comportements. Et les flics, certes, ils vont être toujours aussi violents. Je dis pas que les flics sont des violents, mais c'est vrai qu'on leur dit d'agir comme ça aussi. Hein. C'est eux qui sont. Ils sont sous commission rogatoire. Voilà, ils sont sous commission rogatoire. On leur dit d'agir comme ça. On les forme pour représenter le bras de la loi. Mais moi, je pense qu'il y a besoin d'un juge pour réguler et permettre des opérations sensées. Parce que ça, franchement, pareil, les perquisitions dans les mosquées où ils prennent les Corans et les foutent par terre, enfin, ça n'a aucun sens. Oui, mais ça, c'est problématique. Ça, je le condamne. Et je pense qu'un juge pourrait réguler ça, personnellement, je pense. Après, je peux comprendre que tu sois sceptique. C'est pas en soi l'idée de contrôle me dérange pas. Ce qui me dérange plus, c'est l'endiguement qu'il y a autour de toutes les actions policières possibles. Là, quand tu regardes la première fois où a été proclamé l'état d'urgence, la majorité des affaires qui ont été gérées, c'était des dossiers empilés sur les bureaux des flics. Oui, ok. Un exemple très simple. La fille de ma voisine est flic. Sur son bureau, les dossiers qui allaient sur son bureau, ça représente 5 ans de taf. C'est-à-dire qu'avant 5 ans, elle aura pu gérer tous les dossiers qu'elle a sur son bureau. Donc tu te rends bien compte qu'il y a un problème au niveau de l'action policière. L'action policière n'est pas assez. Je dis pas que je prône pas l'état d'urgence. Au contraire, moi je pense qu'on devrait lâcher cet état d'urgence, mais accepter d'entrer dans un état qui se veut plus sécuritaire et où l'action policière, peut-être avec un contrôle effectif, mais en tout cas où l'action policière, je ne sais pas si ça passe par une réforme de la procédure, en tout cas c'est ce que voulait faire Fillon, il ne voulait pas augmenter les effectifs de police, mais uniquement faciliter l'action policière. Je ne sais pas si ça passe par là ou par autre chose, mais je pense qu'on devrait plutôt s'orienter vers un État qui se veut plus protecteur, au détriment peut-être de certaines libertés qu'on considère fondamentales aujourd'hui. Et d'ailleurs, je tiens à souligner que c'est le chemin qu'on commence à prendre. Je ne sais pas si on avait l'intention de l'évoquer plus tard ou pas, mais l'état d'urgence tend à disparaître, certes, mais les lois qui ont été votées notamment en 2014 et en 2016 concernant les renseignements tendent à plus d'intrusion dans la vie des gens au bénéfice de la sécurité et au détriment de certaines de leur liberté. Et je pense que c'est vers ça qu'on doit se tourner. Adrien ? Avec Ronan et Pierre, vous dites que l'état d'urgence n'est pas utile et qu'il crée uniquement des dommages collatéraux, mais après on n'est pas forcément sûr justement que l'action est inutile, parce que les autorités vont pas forcément nous dire qu'un attentat a été déjoué pour pas justement... Ah mais je dis pas qu'il est inutile, justement je dis pas qu'il est inutile. Renan le disait. Moi je revendique. Que justement Amnesty International disait que c'était inutile. Du coup, on n'est pas forcément sûr de ça, parce qu'on n'a pas de données vraiment factuelles qui sont réelles, enfin je veux dire qui sont pas filtrées, c'est-à-dire qu'on peut nous dire qu'il n'y a rien, mais au final, dans les coulisses, il y a eu justement des perquisitions qui ont mené à un démantèlement de projets d'attentats, et il n'a pas été dit dans le but de protéger la population et de ne pas les effrayer. Et du coup, s'il y a un attentat qui a été déjoué de cette manière, est-ce que justement les dommages collatéraux des personnes assignées injustement, on va dire, n'est pas justifié parce que ça a empêché un attentat? Daily ? Moi je suis d'accord, par exemple les perquisitions administratives, ça peut permettre de faire d'une pierre deux coups. Il y a une porosité entre les milieux, par exemple. Là on parlait, ça s'était passé dans un quartier sensible, je crois, l'histoire que tu évoquais, Ronan. Ouais. Ça peut permettre de faire une pierre deux coups entre les milieux du grand banditisme, les milieux du trafic du sup et le terrorisme. Quand on fait des perquisitions, on tape vraiment dans toutes les cibles de soutien potentiel au terrorisme. Et justement, je pense qu'il faut être dans l'anticipation au bout d'un moment. Et bon, après, certes, il y a un effet d'opportunité qu'on peut pas nier. Évidemment. Par rapport à certains enquêteurs, mais là il y a la notion de confiance qui doit prendre le dessus. Ils vont pas la faire à l'envers, ils vont pas se dire bah tiens lui on va en profiter pour le faire tomber pour participation à tel ou tel attentat. Concrètement, enfin la notion de confiance doit primer justement dans ces situations. J'attends. Pour répondre à Pierre qui disait qu'il fallait un état sécuritaire de droit commun finalement. Flexi sécuritaire. Jamais assez. Je pense que finalement t'as aujourd'hui des œillères. Et c'est peut-être normal parce qu'on a vécu des attentats, on est tous touchés, etc. Et on a finalement l'impression que l'insécurité est omniprésente dans notre société.
Mais est-ce que c'est pas une dérive de la pensée de croire ça ? Au final, si tu veux un état sécuritaire permanent, c'est-à-dire, ça veut dire que tu avoues qu'il y a finalement un coussin d'insécurité dans notre société. Moi, je pense que il faut bien sûr protéger la société quand ce coussin existe, mais en situation normale, il faut œuvrer pour sa diminution, mais par des moyens. On a des moyens protecteurs des libertés individuelles et qui permettent de descendre la sécurité, l'éducation, des lois pas forcément liberticides, etc. On a des moyens politiques, on a des moyens, je sais pas, le débat, toutes les valeurs de la République, pour moi, sont un moyen d'abaisser l'insécurité. Oui, justement, c'est pour rebondir à ce que Ronald disait tout à l'heure, parce que tu disais tout à l'heure que l'état d'urgence ça sert à rien, ça cause des dommages collatéraux. Je suis parfaitement d'accord dans le sens où on est tous d'accord qu'effectivement la France est en guerre. Et le président l'avait dit que la France est en guerre contre les terroristes. Dans ce sens, effectivement, puisque la France est en guerre contre les terroristes, je pense que on doit accepter aussi qu'il y ait des dommages collatéraux. Je suis pas d'accord. C'est vrai que ça fait mal de voir un père de famille qui va se faire perquisitionner devant ses enfants à une certaine heure. Donc c'est mal. Voilà. Psychologiquement, effectivement, c'est dérangeant pour les enfants. Je condamne ces actes. C'est juste que effectivement, les policiers qui vont recevoir la commission rogatoire du procureur, effectivement, ces policiers devraient prendre en considération aussi qu'ils devaient effectuer la perquisition, mais en considération, effectivement, ils doivent respecter aussi les personnes qui font l'objet de cette perquisition. Donc moi, je pense effectivement, pour conclure à ce que je disais tout à l'heure, moi, je pense que la perquisition administrative est toujours nécessaire. Elle est nécessaire, effectivement, par suite. Et si les autorités administratives décident d'assigner quelqu'un en résidence, effectivement, cette personne pourra effectuer un recours devant les tribunaux administratifs. Effectivement, on l'a vu. Alléluia. Voilà, oui, tout à fait, parce que récemment, d'ailleurs, pour vous donner un exemple, pour ne pas citer de nom, effectivement, c'est un terroriste qui est reconnu de toute la France. Et il a été assigné dans la ville d'Evry. Et les terroristes en question avaient fait le recours devant le tribunal administratif encore de Mélan. Et le tribunal administratif de Mélan avait annulé encore la décision du ministère de l'Intérieur à l'époque. Effectivement, notre cher Bernard Cazeneuve, bien sûr, que je salue de passage. Donc, Bernard, tu nous entends ? Et pas toi. Voilà, justement. Et par la suite, Bernard Cazeneuve, puisqu'il n'a pas été content de la décision du tribunal administratif, toujours dans le cadre de la légalité, il a effectué un recours auprès de la Cour d'appel de Paris. Et la Cour administrative d'appel de Paris, n'étant pas d'accord avec la décision du tribunal de Mélan, a tout simplement annulé le jugement du tribunal de Mélan. Mais je pense qu'effectivement, toujours, la perquisition administrative reste essentielle et je tiens à ce que les perquisitions administratives ou judiciaires puissent avoir lieu. Même si je suis conscient qu'il y aura des dommages collatéraux. Et quand on est en guerre, il faut les accepter aussi. Juste un chiffre intéressant. Certes, les perquisitions sont peut-être nécessaires, mais elles ne sont pas toutefois tout le temps utiles, puisque dans les 3 premiers mois de l'état d'urgence, il y a eu 3397 perquisitions administratives, avec la mise en place de moyens spectaculaires et violents, comme je les ai décrits, et il y a eu l'ouverture de seulement 5 procédures pour antiterrorisme au parquet, dont l'aboutissement n'est toujours pas acquis aujourd'hui et semble bien aléatoire et incertain. Pierre ? Alors, je suis en train de me rendre compte qu'on est en train de recroiser les discussions comme ça, mais j'aimerais répondre à Jonathan. Oui, je suis là. Première chose, en fait, ma pensée va englober une réponse pour vous deux. Je pense que tu caricatures assez ma pensée. Je pense pas qu'il faille tout régler par simplement des questions. Par simplement des questions de sécurité. Je pense que. Enfin, tu me disais que le premier moyen d'assurer une meilleure sécurité, c'est les questions liées à l'éducation, tout ça. Je suis assez d'accord avec toi. Je pense que le premier des combats, c'est celui-là. Après, ça veut pas dire qu'il ne faut pas empêcher la réponse autoritaire, si tu veux, à toutes les dérives qu'il y en aura. Parce que des dérives, il y en aura toujours. Et du coup, contrairement à ce que peut-être tu pourrais penser, je pense que du coup, l'insécurité sera toujours permanente. On ne peut pas vivre dans un état totalement sécuritaire. Et du coup, tu ne peux pas empêcher un État de répondre à ça. Et je pense qu'en l'état actuel des choses, notre système de droit commun est peut-être trop procédural, peut-être trop administré pour qu'on puisse répondre efficacement
ou en tout cas je pense qu'on pourrait répondre plus efficacement à beaucoup de situations. Par exemple, un exemple très simple, quand tu tournes autour du bois de Boulogne notamment, tout ça, où tu sais qu'il y a des macros, des proxénètes qui traînent, tu chopes quelqu'un, un truc débile, tu chopes quelqu'un sans permis, et bah la chose qui sera, enfin on va gérer la manière de telle sorte que on va lui dire ok, la prochaine fois que vous faites choper sans permis, on saisira votre véhicule et vous ne pourrez plus conduire. Mais c'est-à-dire que tu chopes quelqu'un sans permis, tu te doutes à 10 000 que tu sais pourquoi il est là, pourquoi il traîne dans ces endroits-là, et pourtant là ça va se passer de telle sorte que 5 minutes après il repartira en étant volant de sa caisse. Donc je vois bien, enfin c'est un exemple parmi d'autres. Dans l'état actuel des choses, on a tellement peur de condamner des innocents qu'au final on en vient à tout faire avec des gants, avec 3 pas de recul, en tâtant d'un bâton, sans jamais pouvoir réellement agir, ou on agit trop tard. Et je pense que tout ça, c'est des choses qu'on peut en tout cas mieux anticiper, agir plus en amont, et je le reconnais, certainement au détriment de certains de nos droits qu'on considère comme étant fondamentaux. Mais je pense, je le répète, que la sécurité doit primer sur tout le reste. Bah, là, c'est toi qui tombes dans la caricature, puisque tu as dit que j'étais limite pour la suppression de la police. Non, je pense que la police est nécessaire, la sécurité pour moi c'est une valeur très fondamentale, etc. Mais j'accepte. Pas dit ça. Après, c'est peut-être l'opposition fondamentale qu'on a, l'esprit libertaire et l'esprit sécuritaire. Mais moi, j'accepte qu'il y ait un pourcentage d'insécurité et que ce pourcentage nous permette de respecter les libertés fondamentales. Toi, tu voudrais, et je pense qu'en fait, c'est une dérive de vouloir diminuer à 0% l'insécurité en France. Ah non, mais non, justement, je dis pas ça. C'est à ce moment-là, qu'on nuit aux libertés. Non, je sais pas ça. Si tu veux que je simplifie ma pensée, je pense que, je pense que tu seras d'accord avec moi. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une inflation des libertés individuelles de telle sorte qu'elles perdent tout leur sens. Par exemple, un exemple très concret, Mélenchon veut constitutionnaliser le droit au travail. C'est-à-dire que si jamais il passe, on dira que chaque personne a le droit de travailler et c'est un droit fondamental qu'il aura. Je trouve ça stupide. Je pense qu'on devrait avant tout se recentrer sur nos réels droits fondamentaux. Quels sont nos droits auxquels on ne peut jamais déroger, parmi lesquels figure la sécurité, parce que je pense que c'est un de nos droits fondamentaux, et les autres, bien qu'ils soient très importants, ne peuvent pas être mis sur un pied d'égalité. C'est pas possible. C'est pas possible, et notre système actuel fait que forcément ces droits s'entrechoquent et on se rend compte qu'on est obligé de bidouiller des trucs pour faire en sorte qu'ils existent tous. Mais dans les faits, ils n'existent pas tous. Et je pense que de cette constatation-là, on devrait reconnaître que certains droits sont supérieurs à d'autres, notamment le droit à la sécurité. Alors moi je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il y a une inflation des libertés individuelles et que par conséquent elles perdent de leur valeur. Donc je suis d'accord pour le fait de recentrer autour de valeurs de libertés de base constitutionnelles très protégées et avec une valeur très forte, mais je suis pas d'accord avec le fait de dire que certaines libertés doivent être absolues. Parce qu'une liberté absolue, on tombe dans l'insécurité. Justement, ce qui fait pour moi toute la beauté de ce corpus de liberté, c'est que les unes s'arrêtent là où commencent celles des autres. Et pour moi, cette phrase, ça fait toute la beauté de la chose. Parce que justement, c'est une sorte d'alchimie qui est faite entre les libertés et qui crée une sorte d'émulsion libertaire. Et par contre, la question, c'est qui doit faire respecter cette alchimie et qui doit la déterminer, pardon. Est-ce que ça doit être le pouvoir politique au sens de l'exécutif qui a une légitimité qui est à revoir? Est-ce que ça doit être l'opinion publique directement ou indirectement par la voie du Parlement? Ou est-ce que ça doit être le juge qui n'a aucune légitimité mais qui est un connaisseur du droit? Je pense pas. Je pense qu'en vrai, l'adage qui dit que ta liberté s'arrête là où celle des autres commence, en soi, n'aurait même pas lieu de s'appliquer dans le cas des libertés que je considère fondamentales, puisque je pense que je vais pas dire mes libertés fondamentales pourraient coexister, tu vois. Encore une fois, tu prends l'exemple par exemple de la liberté en soi. Dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, à l'article 2, il y a la liberté. Ouais, d'accord, on a tous le droit à la liberté. C'est une notion fourre-tout. Et dans la même phrase, il y a le droit à l'égalité. Tout à fait. Ça s'entrechoque, mais on peut faire en sorte que... Parce que si on a une liberté absolue, l'égalité disparaît et inversement. Mais on peut faire en sorte que les deux arrivent à un taux de puissance maximale sans que l'une prenne le pas sur l'autre. Ouais, et je pense qu'on tend à y arriver. Et on tend à y arriver, pourquoi ? Parce qu'on arrive, pour revenir un peu à l'état d'urgence et recentrer le débat, parce qu'on arrive à les protéger face à des menaces qui voudraient remettre en cause toute cette alchimie et tout cet état de droit. On arrive à garder un état de droit commun qui promeut cette alchimie. Non,
Enfin, je suis pas d'accord pour qu'on dise que la liberté et l'égalité sont des droits, puisque dire que t'as le droit à la liberté ou t'as le droit à l'égalité, ça veut tout et rien dire. C'est des notions balises où on met un peu tout ce qu'on veut. Je suis pas d'accord avec toi. C'est vrai que c'est abstrait, mais ça a des répercussions concrètes. C'est-à-dire quoi Ça a des répercussions concrètes. Dans la procédure pénale, si on n'avait pas le principe constitutionnel de liberté, on pourrait étendre la garde à vue à des... Enfin, on pourrait l'illimiter. Non, mais du coup, tu te rends bien compte que c'est pas un droit en soi, tu vois, c'est une espèce d'aura, tu vois, c'est quelque chose qui supplante un peu tout. Mais je pense que le droit doit être abstrait pour être appliqué au réel, justement. Bah non, justement, je pense que des libertés qu'on considère comme étant fondamentales doivent être fondamentales et doivent être respectées, enfin, d'un point totalement concrètement, tu vois, c'est des trucs sur lesquels on peut pas revenir, mais d'un point de vue juridique, c'est des droits. Peut-être que Jonathan, remets ton t-shirt, Jonathan. J'étais tout vert. Justement, pour revenir à ce que vous disiez tous les deux, on a constaté qu'effectivement vous étiez en clash. Effectivement, on adhère à votre clash. Mais Pierre, je pense que tu oublies quelque chose en fait de fondamental. Il faut surtout pas oublier que si tu remets en cause les libertés que Jonathan vient de citer tout à l'heure, c'est que tu remets en question la DDH, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Tu mettras également en cause le habeas corpus. Et en cherchant que c'est des textes effectivement qui ont fait effectivement la valeur même de la France à l'international, qui résonnent partout dans tous les pays. Et si tu dis qu'effectivement c'est une liberté, c'est n'importe quoi, c'est du fourre-tout, non, je suis pas d'accord. Non, mais je suis pas d'accord. C'est des libertés effectivement fondamentales qu'on doit respecter et qu'on doit respecter malgré l'état d'urgence. L'état d'urgence, oui, effectivement, ça peut exister, mais on doit faire effectivement, comme disait Jonathan, qu'on doit concilier les deux. C'est-à-dire l'état d'urgence, d'une part, que je considère d'ailleurs comme une liberté qui va tirer sa source, une liberté fondamentale, qui va tirer sa source de l'article 2 de la DDAC, effectivement, qui pose le fondement même du droit à la résistance face à l'oppression. Donc, puisque en l'espèce, l'oppresseur, c'est qui ici? Ce sont les terroristes et la personne qui a effectivement ce droit à la résistance, en l'espèce, c'est la France. C'est la France et dans ce cas, effectivement, c'est une liberté fondamentale, mais une liberté fondamentale qui n'est pas individuelle, mais qui est collective, qui sera exercée au nom du peuple français, mais par le pouvoir exécutif ou judiciaire. T'es un traître à la Révolution française. Non mais j'entends ce que tu dis, mais en vrai, c'est une Robespierre, où t'es c'est une fausse question, puisque t'es quelqu'un de très légaliste, même si nos auditeurs ne le savent pas. Voilà, tu es en train de m'expliquer que vu que c'est écrit dans la DHT, la liberté est un droit, la liberté est un droit, et donc du coup ça a un sens. Ça a un sens parce qu'on l'a écrit à une certaine époque, mais tu peux pas dire qu'aujourd'hui, concrètement, d'un point de vue pratique, la liberté est un droit qui se retranscrit et qui veut dire quelque chose, tu vois. T'as le droit d'être libre, super, et après, ça veut dire quoi avoir le droit d'être libre? Ouais. Mis à part le fait que ça chapeaute un peu toutes les autres, tous nos autres principes, toutes nos autres lois, et que du coup là du coup ça prend un sens. Mais la liberté en soi, concrètement, explique-moi ce que c'est que le droit d'être libre. Ça veut dire quoi? Tu sauras ce que c'est quand tu seras assigné à résidence et que tu perdras ton emploi. Merci avec tes amis. Mais pareil, c'est pareil. Ça veut dire que ça prend un sens à travers autre chose, tu vois. C'est rien de concret. Ça n'a pas de sens parce que tu le vois pas, parce que t'en es protégé, parce que t'es né là-dedans et tu sais. C'est pareil, mais c'est quoi? Mais que ça soit ça ou l'égalité, c'est pas quelque chose de, je veux dire, tangible, parce que le droit n'est pas tangible, tu vois, mais concrètement ça veut rien dire. Du coup je le minimise mais absolument pas du tout, tu vois. Mais je dis juste que tu peux pas mettre ça sur le même pied d'égalité que par exemple le droit à la résistance à l'oppression. C'est pas la même chose, puisque dans un cas c'est concret, tu sais ce que ça traduit, et dans un cas c'est quelque chose d'abstrait. C'est pas la même chose. Alors justement, c'est exactement. Je suis parfaitement d'accord avec toi que c'est pas la même chose, tout à fait, parce que comme dit l'autre également. Donc c'est, donc, tu vois. T'as deux pôles. T'as le pôle négatif et le pôle positif. Effectivement, il faut les concilier. Le pôle positif ici, en l'espèce, c'est quoi? C'est les libertés que nous tenons tous, sauf si. Si tant est que tu essayes de les mettre en cause, qu'on ne va pas te laisser faire d'ailleurs ici. Donc, mais je les remets pas en cause, je les remets absolument pas en cause. Tu les minimises quand même, Je veux qu'elles perdent, c'est ça la différence. Ah non, alors à ce moment-là, je vais réexpliquer mon propos. Actuellement, il n'y a pas de caméra, mais c'est dommage. Actuellement, on dit que les libertés fondamentales, elles sont toutes là. D'accord ? Là, il fait un trait. Voilà, je fais un trait. C'est le sommet de la pyramide. C'est le sommet de la pyramide. On est bien d'accord. Je suis pour qu'on agrandisse la pyramide et qu'on mette à la pointe, si vous voulez, des droits supra-fondamentaux auxquels on ne pourra jamais toucher, qu'on établisse un échelon supérieur et que ces droits-là puissent en aucun cas être aliénés. Mais que, à l'inverse, dans la mesure où on peut protéger ces droits-là, de la manière, au final, mon raisonnement est similaire au tien. Jonathan, t'as expliqué tout à l'heure qu'au final, tout ce qui était état d'exception se justifiait parce que ça a justement protégé
un autre état de droit, et du coup on pouvait porter atteinte à des libertés temporairement, pour qu'au final on puisse continuer à les protéger par la suite. C'est l'idée de reculer pour mieux sauter. À ce moment-là, je suis tout à fait d'accord avec ce raisonnement, mais pour qu'on redéfinisse nos libertés qui valent le coup d'être protégées au détriment des autres, et que du coup on limite le nombre de ces libertés. Là c'est trop abstrait ce que tu dis, parce qu'au final celles qu'on protège grâce à l'état d'urgence, celles qu'on remet en cause pendant l'état d'urgence, c'est celles qu'on veut protéger. Donc tu vas pas parler par exemple du droit de propriété pendant l'état d'urgence à cause du terrorisme. Non mais oui effectivement c'est vrai que ça paraît stupide, mais l'idée c'est qu'on peut porter atteinte à des libertés, du coup sans leur reconnaître une valeur fondamentale, puisque si d'un point de vue logique, si on leur reconnaît une valeur fondamentale, c'est que par principe on peut pas y toucher, au nom de la protection de liberté qui se veut elle fondamentale. Tu vois ce que je veux dire ? Finalement, je suis pas contre ton idée de hiérarchiser les libertés. Oui. Je trouve que c'est une bonne idée, et de dire telles libertés doivent s'effacer pour protéger telles autres. C'est ça. Je suis pas contre. Et du coup, si tu vas si je vais au fond de la pensée, ça veut dire que la protection de ces libertés que je considère comme étant supérieures aux libertés qu'on considère déjà comme étant fondamentales justifie à n'importe quel moment le fait qu'on porte atteinte à nos libertés qui sont actuellement fondamentales. Tu vois ce que je veux dire ? Après, je sais que, pour en avoir parlé avec toi à côté, je sais qu'on n'est pas d'accord sur d'autres points, et notamment sur le moment où on va décider de porter atteinte à ces libertés, mais ça c'est un autre débat. Et c'est en ça que je pense que ma pensée s'inscrit dans une pensée qui se veut plutôt sécuritaire que libertaire, parce que je reconnais qu'on doit pouvoir porter atteinte à ces libertés. Mais Pierre, c'est pas non plus complètement nouveau ce que tu dis, j'ai pas envie de casser ta réplique, qui est très intéressante, mais dans la DDHC, puisqu'on parle d'elle, il y a un article qui dit que la liberté d'expression, et on peut penser que toutes les libertés sont sur ce même mode, peut être limitée par l'ordre public. Ah bah oui, or, il y a quoi dans l'ordre public ? La sécurité. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Et la sécurité, l'ordre public, on peut l'interpréter selon les époques, hein, c'est une valeur variable. Et le juge, c'est pour ça que là je rappelle au juge, parce que je pense que le juge est bien apte de pouvoir dire, là, l'ordre public, il est quand même plus en danger que d'habitude, et on doit un peu plus pressuriser les libertés. Et c'est pour ça que moi je dirais juste que là, en fait, dans ce cas-là, c'est pas, il faut pas augmenter la liberté et l'opportunisme de la police, il faut juste rendre au juge son pouvoir et tout va bien se passer. Enfin, j'ai peut-être un petit peu un côté évangéliste du juge qui est un peu comme Rousseau avait une vision évangéliste du législateur pour rester dans le jacobinisme. Mais je pense pas que donner une liberté grande à la police va arranger les choses. Juste pour faire une remarque sur le droit comparé. Vous savez, en Suède, ils voulaient un total de 0 mort sur les routes. Vous savez ce qu'ils ont fait ? Ils n'ont pas appris aux gens à mieux conduire. Hein. Non, ils ont fait des routes plus dangereuses. Par exemple, là-bas, ils ont augmenté les vitesses, les vitesses pour ils ont augmenté les vitesses et ils font des routes qui vont très très droit. Vous savez, des routes où en fait, si vous décalez juste d'un tout petit peu, vous pouvez vous buter, vous pouvez rentrer dans la voiture d'en face. Et en fait, en faisant peur aux gens, finalement, et sans que la police intervienne, hein, juste en faisant peur aux gens, ils sont eux-mêmes pris en charge ils ont pris des habitudes de... Oh là, je trouve pas mes mots. Ils sont devenus précautionneux, voilà, et extrêmement peureux en fait. Ils ont commencé à devenir ce que tu dis, ça s'inscrit totalement dans ma pensée. Oui, non, mais parce que tout à l'heure tu parlais des gens, pourquoi on leur enlève pas le permis. Je sais pas si le fait qu'il y ait un gendarme qui vienne nous taper sur la tête tout le temps, ça va nous donner. Du coup, si je peux parler de ce que tu me dis, le fait que les gens pensent qu'ils ont cette espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête, qui est qu'on va pouvoir qu'il y a un réel risque en fonction de leur agissement, à ce moment-là, devrait les raisonner de la même manière que les Suédois sont raisonnés en prenant la route. Non, mais ensuite, c'est pas la peur du gendarme, hein, c'est la peur de la mort. Hein, c'est la peur de quelque chose qui les dépasse. Si je schématise un petit peu, tu vois. D'accord. Et donc, du coup, tu tombes machinalement dans un état. La différence, c'est que là, la mort est remplacée par des forces répressives, tu vois. Ouais. Mais justement, c'est intéressant par rapport au droit comparé que tu viens de nous faire encore, comme d'habitude d'ailleurs. Hein. Donc, je pense merci Ronan. Oui, merci Ronan encore. Donc, je pense qu'effectivement, les Suédois, leur système n'est pas si mauvais que ça. En fait, je trouve qu'effectivement, ils sont en train de responsabiliser les Suédois. Et c'est très important parce que si nous prenons l'exemple de la France actuellement, quelque chose qui m'écarte, vous comprenez, hein, parce que je suis légaliste et je revendique ça, ma légalité. Et on a tous les permis, ou sinon presque un. Donc, si tu vois un passager piéton... Plus pour longtemps. Pourquoi on ne s'arrête pas quand on voit un passager piéton, mais on ne s'arrête pas, et pour que ce passager puisse traverser, personne ne le fait, ou du moins 10%.
ce n'est pas normal et voilà, on doit se responsabiliser aussi. Là, Donc, c'est bien beau tout ce que vous dites, mais on va pas demander aux gens d'acheter des calages pour se défendre contre les terroristes, quoi. Non, oui, justement, là, effectivement, ça sort le cadre voilà, de l'état d'urgence et effectivement, ça fait un peu hors sujet, mais ça reste quand même... Non, mais du coup, cette pensée, ça s'inscrit dans ce que tu disais tout à l'heure. C'est l'éveil, l'éveil éducatif, mais la prise de conscience des gens, tu vois. Oui, et la responsabilisation, mais tu vois, la responsabilisation, elle peut pas apparaître de rien. Là, en l'occurrence des Suédois, elle apparaît du risque de mourir. Tu vois, là, je pense que c'est un débat différent parce que c'est le risque qu'on s'inflige à soi-même. Oui, notre débat à l'origine, c'est le risque que les autres nous causent. Non, je pense que face à ce risque, et ce qui est vecteur de liberté, c'est qu'on donne à une autre personne que nous-mêmes le droit de nous défendre. Aujourd'hui, on donne à l'État, par le biais de l'état d'urgence, l'État français, le droit de nous défendre et le droit d'atteindre nos libertés, plutôt que nous le fassions à l'égard des autres. Et ça s'inscrit totalement en contradiction avec la philosophie américaine, qui dit, et là je sors ma culture, on le sait, au sein du deuxième amendement de la Constitution, que des milices armées aux États-Unis sont le garant finalement de la sécurité. Et c'est ça qui justifie le port des armes. Et moi je suis dans une optique totalement différente, où ce serait à l'État de protéger nos libertés, parce qu'on lui a donné notre souveraineté pour ça, et parce que c'est ça qui justifie qu'on lui donne tout notre pouvoir. Et on accepte par la voie démocratique. C'est pour ça que je suis pour parlementariser ou donner plus de tonalité démocratique à la procédure de l'état d'urgence. On donne à l'État la liberté d'atteindre de façon limitée dans le temps nos libertés. Alors, juste, je suis au final assez d'accord avec toi. Quand j'entendais la responsabilisation des gens, j'ai plus écho aux personnes qui prennent le risque d'agir, enfin, du coup aux terroristes qui considèrent qu'ils peuvent agir. Et ça serait sur eux que pèse justement ce risque de répression. Tu vois ce que je veux dire ? C'est que ces gens-là prennent conscience qu'ils n'ont pas à agir comme ça. Après, forcément, c'est un débat plus complexe, puisque tu as d'autres choses qui t'amènent à faire ce que tu veux, tu vois. Mais c'est plus de cette manière-là que je vois les choses. Mais encore une fois, du coup, la seule chose qui nous oppose, c'est quelles sont les libertés qui valent le coup d'être défendues. Et voilà, en fait, la chose qui nous oppose, c'est la durée de vie en fait, de la sécurité. Ouais, voilà. Pour moi, elle doit être ou du risque d'insécurité. Cette durée doit être le plus réduite possible. Moi, je pense qu'elle est permanente. Et je pense que, d'ailleurs. Mais la menace n'est pas permanente. L'objectif, c'est d'arriver à une menace quasi nulle. Je pense que la menace est permanente, ne serait-ce que par la transformation de notre société, tu vois. Le système des guerres, comme on les connaissait au 19e siècle, puis au début du 20e siècle, ont totalement disparu. Tu regardes maintenant, les guerres, c'est le système de guerre, c'est plus des guerres, c'est des guérillas. C'est-à-dire que c'est fini le temps où on était sur des immenses champs à la Verdun, où on creusait des tranchées et on sifflait dans un sifflet et à trois on sautait dessus. Maintenant, tu vois, c'est différent. Le risque, il est permanent. Ouais, c'est ça, il est permanent. T'as des loups solitaires qui peuvent surgir à tout moment. C'est en soum-soum, tu vois. C'est rien de frontal. Du coup, tu peux pas. Enfin, la nécessité des agences de renseignement et tout ça, elle est obligatoire. Enfin, le système de guerre s'est vraiment transformé. Et donc, en raison à ce phénomène que tu ne peux que constater, tu es obligé d'agir de manière différente. Et la manière dont je pense on doit agir, c'est en acceptant de restreindre certaines de nos libertés au bénéfice de la sécurité. Tout à fait. Je pense que sur ce point, on serait tous d'accord là-dessus, effectivement, parce que j'ai du mal à concevoir comment une liberté, si tentée soit-elle, qu'on puisse la remettre en question, comme la liberté d'aller et venir. La liberté d'aller et venir, moi, je conçois que cette liberté tellement essentielle qu'on ne doit pas se permettre de la remettre en question par l'état d'urgence. Quand bien même, de l'autre côté, effectivement, je suis pour l'état d'urgence. C'est pour ça, d'ailleurs, tout à l'heure, je dis, c'est des notions antinomiques qu'on doit tout faire pour les concilier. C'est très important. Donc, Madame Guillaume Hofnou, et que vous connaissez tous ici, effectivement, je pense que c'est sa position par rapport à l'état d'urgence, que je partage complètement et entièrement. Eh bien, je pense que je vais terminer cette émission avec une petite citation pour citer la DDHC. Ah, pardon, j'attends. Non, je vais conclure après toi, vas-y. Oh, le mec! Non, je voulais juste dire que dans la Constitution, dans le DHC, on a qui considérant que la source de tous les malheurs publics sont le mépris des droits et des libertés. Et donc là, on peut se demander où est-ce qu'on va. Enfin, tout simplement, c'était pour... Et pour dire que la loi... Pour rebondir, juste pour dire ce que tu avais dit tout à l'heure, pour préciser pour les auditeurs qui seraient curieux, on a en effet la loi du 3 juin 2016, donc on peut dire que finalement l'avenir de l'état d'urgence est là, il est présent, l'état d'urgence essaime dans notre droit positif, puisque la loi du 3 juin 2016, renforçant la lutte contre le crime organisé, permet aux juges de la liberté et de la détention
donc quand même un juge, d'autoriser des perquisitions et des visites domiciliaires la nuit, même dans des locaux d'habitation, ce qui déroge au code de procédure pénale actuel. Et je tiens à préciser que je ne suis pas pour qu'on sucre forcément l'étape juge. Hein. C'est pas un problème. Hein. C'est pas quelque chose que je remets en cause. Juste que je veux juste qu'on facilite l'action oppressive, voilà. De quelque manière que ce soit. Je veux juste qu'on la facilite. Et vu la teneur des débats, on a peut-être l'impression que l'état d'urgence est punitif. C'est pas le cas. L'état d'urgence n'est pas punitif. Je tenais juste à conclure sur ça en fait, tout simplement. Pour conclure mon propos, moi je dirais que on tombe dans un écueil. Encore une fois, d'accord, faut assurer la sécurité, mais on voit qu'une face du problème finalement. Et tout le débat porte aujourd'hui sur l'état d'urgence, comment se prémunir face aux terroristes, etc. Mais voyons l'autre face du problème, comment limiter la source du terrorisme. Et pour moi, je dirais que ça serait prévention, éducation et création d'un sentiment d'attachement à la République. Je suis d'accord aussi. Je suis d'accord, mais je veux juste qu'on souligne que je pense que l'insécurité existera toujours à un certain degré et que à ce titre, on doit pouvoir y répondre. Et libérer la crime. Libérer la crime, bleu. Eh bien, chers auditeurs, bonne soirée à tous. Ça fut encore un très grand débat et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines. Merci à tous.